Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à l'UNESCO. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde s'adapter à une planète surchauffée avec de très beaux invités, évidemment, vous allez le voir. Merci de nous suivre aussi de très loin. Je m'adresse à la petite caméra qui est là-bas. Alors, si vous êtes là pour vous demander si nous sommes prêts à relever le défi climatique, je vais couper court à tout suspense. Non, nous ne sommes absolument pas prêts. Ce ne sont pas nos intervenants aujourd'hui qui vont me contredire. Mais c'est vrai que le monde n'est pas prêt. Ce sont même les Nations Unies qui nous le disent. Or, si nous ne nous y préparons pas mieux, eh bien nous subirons du coup évidemment de plein fouet les effets du dérèglement climatique. D'ailleurs, dans un rapport de 2019, la Commission mondiale sur l'adaptation pointait quelques domaines précisément dans lesquels s'il y avait des investissements significatifs, quand même, effectivement 1800 milliards de dollars, eh bien on pourrait quand même générer 4 fois plus de bénéfices importants si justement on s'attachait à ces domaines précis comme l'adaptation des infrastructures, Je tourne la page de mon anti-sèche. La protection, oui, des ressources en eau, bien évidemment, ou alors la construction de systèmes d'alerte avancés. Alors, pourquoi attendre, en fait? C'est un petit peu la question qu'on se pose tous, avec même des phénomènes d'éco-anxiété qu'on ne connaissait même pas encore il y a quelques années, mais qui maintenant nous sont familiers. Alors, qu'est-ce qui nous manque, en réalité, pour mettre en œuvre tout un arsenal de mesures d'adaptation, justement, et des changements de vie? Eh bien, on va faire le point aujourd'hui avec nos invités. D'abord, Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique et députée aujourd'hui. Ah, un petit peu accidentée, Barbara. C'est pas grave. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà, députée de la Somme. Actuellement, Alexandre Magnan aussi. Alexandre Magnan, bienvenue, scientifique, chercheur à l'IDRI et co-auteur du rapport du GIEC. Bienvenue, Alexandre. Et puis Hubert Kicken qui est directeur climat d'Egis, ainsi que Martine Jorroyon, rejoignez-nous, directrice développement durable, innovation et excellence technique d'Egis. Alors, je vais essayer d'animer un petit peu cette table ronde. Merci à tous aussi, évidemment, on est avec vous tous qui nous faites le plaisir d'être là. Un petit mot aussi. Sachez qu'en deuxième partie, il sera question des jeunes parce que c'est très important. Évidemment, c'est à eux finalement qu'on s'adresse aussi. Ce sont eux les anxieux, ce sont eux à qui on prépare un monde quand même demain. Donc évidemment, c'est important. Et nous remettrons les prix du Challenge international étudiant pour l'innovation Team Up for Climate, qui est justement organisé par la Fondation Egis. Ce sera une autre façon d'encourager nos jeunes à trouver des idées pour s'adapter au monde qui nous attend. Alors on va commencer le débat avec Barbara Pompili. Barbara Pompili, donc je l'ai dit, ancienne ministre de la Transition écologique, évidemment, députée aujourd'hui de la 2e circonscription de la Somme, qui revient de la COP. Donc c'est intéressant, vous allez pouvoir nous donner des infos toutes fraîches. C'est vrai que vous avez un peu essuyé les plâtres, on va le dire, de la transition écologique. Sous ce ministère, c'était la nouvelle appellation. Vous avez dessiné un plan d'adaptation justement au changement climatique. Et ce qu'on a envie de vous demander déjà aujourd'hui, c'est est-ce que l'adaptation, Barbara Pompili, c'est bien le mot-clé aujourd'hui? Oui, c'est le mot-clé, l'adaptation, à partir du moment où on ne perd pas de vue quand même l'atténuation, c'est-à-dire la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Moi, je reviens effectivement de la COP 27 en Égypte, où il a été beaucoup question d'adaptation, beaucoup question aussi d'indemniser pour ce qu'on appelle les pertes et dommages. Alors, ce qui n'est pas tout à fait l'adaptation, c'est tout simplement indemniser les pays, les villes ou les territoires qui subissent des catastrophes du fait du changement climatique. On en a beaucoup parlé, à juste titre, parce que maintenant on va devoir s'occuper de s'adapter, parce que même si on fait tous les efforts du monde, les effets du changement climatique se font déjà sentir et donc il va falloir s'y adapter. En revanche, du coup, on n'a pas eu d'avancée et même on a eu quelques petits reculs sur les ambitions de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, il faut faire très attention parce que plus on réussit à baisser nos émissions de gaz à effet de serre, moins on aura à s'adapter. Plus on laisse s'échapper cet objectif, plus on va se retrouver, et ça c'est les scientifiques qui peuvent le dire, dans une situation qu'on aura du mal
à gérer et à maîtriser. Donc ne perdons pas de vue que ce sont les deux, que nous devons continuer à baisser nos émissions de gaz à effet de serre à tous les niveaux, à faire des économies d'énergie, et en parallèle, on doit travailler à l'adaptation. Et d'ailleurs, parfois, les mesures pour l'un peuvent aller pour l'autre, hein, notamment quand on fait de l'isolation des logements, par exemple, ou du verdissement dans les villes. Mais alors, est-ce que, selon vous, on n'a pas un peu sous-estimé peut-être ces adaptations nécessaires ? Ben, on a du mal quand même à changer nos habitudes. On a du mal à changer de point de vue. Et j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, qui n'est pas complètement un exemple d'adaptation, quoique, qui est tout le travail que je fais sur la baisse, sur le fait de cesser de bétonner. Donc la bétonisation de nos territoires, des zones agricoles notamment, qui a des conséquences lourdes sur le climat, sur la biodiversité. J'ai fait passer dans la loi une mesure qui s'appelle zéro artificialisation nette, qui commence doucement, hein. On demande juste maintenant de baisser de moitié le rythme d'artificialisation des sols. Donc on est quand même dans quelque chose de pas... Bon, j'ai tous les maires de France qui viennent me voir en disant mais c'est catastrophique, vous ne comprenez pas, si je ne peux pas construire mon logement, je vais devoir fermer mon école, c'est une catastrophe, j'ai besoin d'avoir une zone industrielle, etc. Alors qu'il suffit juste de changer de point de vue. Plutôt que de se dire à chaque fois qu'on a un projet comme ça, bah tiens, il y a le champ d'à côté qui est libre, se dire bah tiens, est-ce que je n'ai pas sur mon territoire un espace que je pourrais réutiliser, par exemple une friche, ou est-ce que je n'ai pas des logements vacants qui existent, etc. C'est quelque chose qui est simplement un changement de point de vue et qui est déjà très difficile à mettre en œuvre sur le territoire, alors que dans d'autres pays, on le fait. J'ai l'exemple d'une ville des Pays-Bas, il y avait un Décathlon qui voulait s'installer, ils sont arrivés, on leur a répondu ah bah oui, nous on a bien envie de vous avoir. Par contre non, vous n'allez pas pouvoir aller sur ce champ, mais on va chercher ensemble où vous pouvez vous mettre. Et ils ont trouvé un grand bâtiment qui était vide, vertical. Bah, au lieu de s'étendre, ils se sont mis dans ce bâtiment vertical et tout le monde était content. Mais vous voyez ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est que s'adapter, c'est une évidence. Changer de point de vue, c'est ça le plus compliqué. Oui, c'est effectivement tout l'objet de ce débat aussi. Et c'est vrai que vous venez de parler de la réticence de certains maires. Alexandre Magnan, vous êtes scientifique, je le rappelle, effectivement, co-auteur du rapport du GIEC. Vous revenez vous aussi de la COP. Est-ce que pour vous, vous les avez vus travailler tous, est-ce que pour vous, il y a un manque de volonté politique ? Attention Barbara, ça c'est pour vous. Allez, bim. C'est difficile. Oui, je ne sais pas si c'est une volonté personnelle, politique qui manque, mais il y a une volonté collective politique qui manque pour faire les transformations dont on a besoin. Ce que vous dites est très juste, c'est une affaire de changer de point de vue, mais changer de point de vue, c'est compliqué. L'adaptation, ça demande quoi ? Ça demande de se projeter sur le très long terme. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc j'ai la voix qui part. Ça demande de se projeter sur le très long terme. Et ça, notre société aujourd'hui, elle n'est pas très capable de faire ça, de se projeter sur le très long terme et de manière collective. C'est-à-dire d'avoir une ambition qui dépasse l'échéance électorale, qui dépasse même les 10-20 prochaines années. C'est le cas des plans nationaux d'adaptation, etc. Il faut voir beaucoup plus loin. Et ça, c'est très difficile. On n'arrive pas à le faire. Donc, il y a un manque de volonté politique. En tout cas, de mon point de vue, quand on a sorti le rapport du GIEC en février 2022, il y a eu très très peu d'écho dans la sphère politique en France et ailleurs. On a eu de l'écho dans la sphère médiatique, mais les médias déjà spécialisés. Les autres médias, le journal de 20h de TF1, etc., pas grand-chose, voire rien. Donc là, on a quand même un petit problème. Maintenant, le politique n'étant pas tout seul dans la vie, on a aussi un défi individuel qui est d'accepter qu'on va nous imposer des contraintes sur les modes d'aménagement, par exemple, au nom d'un bénéfice ultérieur, vraiment lointain, pour les générations d'après, et dont on n'est pas exactement certain de l'effet sur les impacts du changement climatique. Donc il y a un truc extrêmement compliqué. Il y a des scientifiques qui disent, par exemple, que notre cerveau n'est pas fait pour anticiper. Donc, ça implique tout un tas de dimensions politiques, cognitives, personnelles, comportementales, qui est extrêmement difficile à mettre en place. Simplement, on n'a pas trop le choix.
parce que le changement climatique, lui, il augmente, il s'accélère, et vous avez raison, même des efforts ambitieux d'adaptation, d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre vont quand même générer des niveaux d'impact très lourds et partout sur la planète. Donc on a un défi, ça fait peur ou ça fait rêver, j'en sais rien, c'est à nous de décider. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vrai que vous le dites très bien. Vous le dites très bien. C'est vrai que tant qu'on n'est pas au pied du mur, on a vraiment l'impression que ça nous concerne pas complètement. On se dit bon, c'est pour eux, on va bosser, on va s'y mettre, mais on procrastine, hein, très clairement. Bon. Et juste oui. Pourtant, on est au pied du mur. Hein, quand vous regardez les courbes et les rapports de synthèse du GIEC, on est même, on est en train de grimper sur le mur. Hein. Bon, Martine, votre micro, c'est important. Oui, voilà, parce que effectivement, c'est important de le préciser. Alors, c'est vrai que c'est donc aussi avec des entreprises qui sont au cœur de tous ces sujets qu'il va falloir travailler pour les politiques, pour les scientifiques, pour tout le monde, et justement des entreprises donc comme Aegis qui est au cœur des actions pour transformer justement notre façon de construire, adapter notre monde au changement climatique. On en a ici 2 représentants, donc que j'ai présenté tout à l'heure, Hubert Kicken, directeur climat, et Martine Jean-Royon, qui est directrice développement durable, innovation et excellence technique. Aegis, c'est un groupe international de conseil et d'ingénierie dans le domaine des infrastructures de transport, de construction et de l'environnement. Et vous exploitez également, vous ne faites pas que construire, vous exploitez également des autoroutes et des aéroports. Alors, première question pour vous, Martine Jean-Royon. C'est vrai qu'on se demande justement en quoi ce fameux mot, l'adaptation, vous concerne tout particulièrement en tant qu'entreprise. Écoutez, de par nos métiers, nous façonnons les territoires et donc le cadre de vie de millions de personnes, et ce aux 4 coins du monde. Donc ça, bien évidemment, ça nous confère une forte responsabilité sociétale. Et pour nous, la question clé, c'est comment on va pouvoir continuer à répondre aux besoins essentiels des populations, donc sur une planète qui subit d'ores et déjà les effets dévastateurs du réchauffement climatique, et dans un contexte où on sait très bien que ces événements vont s'intensifier, que ce soit en fréquence et en intensité. Donc pour moi, le facteur humain, alors moi je viens d'une boîte d'ingénieurs techniques, mais je vais vous parler du facteur humain. Le facteur humain, pour moi, est au cœur de l'équation extrêmement complexe que nous avons collectivement à résoudre. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'événements climatiques extrêmes, il faut bien avoir en tête que derrière, ce dont on parle, ce sont tout juste des catastrophes humanitaires. Alors, ce sont des morts, ce sont des blessés. Quand on parle changement climatique, on parle de territoires entiers, des territoires entiers qui vont disparaître du fait de l'élévation du niveau de la mer. On parle de territoires qui vont être tout juste invivables du fait de l'élévation des températures. Et moi, il y a un chiffre que j'ai découvert récemment, publié par l'ONU et qui m'a vraiment frappé, qui est qu'en 2020, il y a eu 20 millions de personnes déplacées du fait du changement climatique. 20 millions. C'est 3 fois plus que les personnes déplacées du fait de crises ou de conflits. Donc je crois qu'aussi qu'on a un vrai sujet qui est celui de ces flux migratoires massifs qu'il va falloir aussi anticiper et gérer. Donc ça, pour moi, c'est quand même central. Et bien évidemment, lorsqu'il y a des aléas climatiques extrêmes, c'est des infrastructures qui sont essentielles pour les populations, c'est-à-dire des infrastructures pour l'accès à l'eau, des voies de communication, les logements qui vont être dégradés ou voire complètement détruits. Et donc je rejoins complètement Madame Montpilly sur le fait que, en fait, il faut faire les 2 choses à la fois. C'est ça qui rend complexe les sujets. On est vraiment dans l'atténuation et l'adaptation, parce qu'il faut traiter à la fois, et on n'a pas le choix,
à la fois les causes et les conséquences. Alors, Hubert Kicken, vous travaillez donc ensemble. Voilà, on va pas dévoiler de gros secrets, mais c'est vrai que quand on s'est parlé, vous m'avez dit quelque chose qui pourrait prêter à sourire si c'était pas si sérieux, mais que vous me disiez il y a 25 ans, on travaillait sur les sujets de demain, l'adaptation, le sujet de demain, et en fait, on se disait voilà, ça nous semblait loin, et là, on est 25 ans plus tard, c'est vraiment le sujet du présent, quoi. Oui, tout à fait. En préparant cette conférence, je me suis remémoré ces échanges, effectivement, d'il y a 20 ou 25 ans, où, à ce moment-là, on cherchait à éviter vraiment les scénarios qui existaient encore à l'époque, d'avoir un réchauffement de l'ordre de 4, 6, voire plus. Et c'est vrai que... et qui rendait, bien sûr, toute adaptation totalement impossible. Et l'adaptation apparaissait comme le sujet d'après, en fait. Et puis... on se réveille un matin et 20 ans ont passé et le sujet d'après, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et c'est le sujet d'aujourd'hui parce que l'année 2022, de ce point de vue-là, elle a été emblématique et partout dans le monde, on a vu des effets extrêmement forts du changement climatique qui se produit déjà. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet d'aujourd'hui, des jeunes générations qui arrivent. Enfin, tout à l'heure, on va remettre des prix pour des étudiants, donc c'est le sujet de leur vie. Et en même temps, ça reste le sujet de demain. C'est-à-dire que les changements qu'on observe sont juste les prémices des changements à venir. Donc il faut à la fois commencer à prendre en compte ces changements qui sont bien concrets, bien réels, et en même temps continuer d'anticiper sur le fait qu'ils vont continuer, ils vont se poursuivre, et l'ampleur des changements à venir sera encore d'un ordre de grandeur supérieur à celui qu'on a pu observer ces derniers temps. Et de ce point de vue-là, effectivement... on a anticipé, mais probablement pas assez, sur le fait que ces changements sont arrivés peut-être plus vite que ce qui était anticipé, y compris parce qu'il y a 20 ans, les scientifiques disaient on n'est pas capable d'attribuer ce qu'on observe au changement climatique. Il y avait un doute. Il fallait accumuler de la donnée. Le problème, c'est que le temps d'accumuler la donnée, maintenant on en est sûr, mais on n'a pas forcément mis en œuvre les mesures d'adaptation correspondantes. Donc il y a... Et ça rejoint la question du changement d'état d'esprit que soulevait Alexandre tout à l'heure. On a besoin de vraiment se rendre compte que le climat est en train de changer, c'est déjà changé, et qu'il faut en tenir compte dans la façon dont on construit, dans la façon dont on exploite les infrastructures et les territoires, mais aussi se rendre compte que ces changements ne sont que les prémices des changements à venir et qu'il faut anticiper des changements beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides dans les années à venir. On le voit là, on le dit, ça va finalement plus vite que prévu. Qu'est-ce que ça change, Martine Geroyon, pour vous, dans la façon dont vous exercez votre métier de conseil, d'ingénieur, voilà, qu'est-ce que ça change ? Tout. En fait, ce qui est devant nous, c'est qu'il faut changer la roue en roulant, si je peux vous le dire comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est compliqué. En fait, en tant qu'ingénieur, on a un double impératif. Le premier impératif, c'est qu'on se doit, dorénavant, lorsqu'on conçoit nos ouvrages, qui sont de par nature des ouvrages qui s'inscrivent dans le temps long, quand on construit un réseau ferroviaire, c'est un réseau qui doit durer 50 ans, 100 ans. On va devoir non seulement faire en sorte qu'il soit adapté au climat d'aujourd'hui, mais qu'il soit aussi adapté au climat de demain. Alors, dire ça c'est facile à dire. Par contre, à faire, c'est très compliqué. Vraiment, ça nous amène à revoir, mais vraiment très, très en profondeur, notre façon de concevoir les projets. Alors, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. C'est-à-dire qu'on met finalement les exigences environnementales, dont l'adaptation au changement climatique, au même niveau que d'autres exigences qui pour nous sont notre quotidien en tant qu'ingénieurs, donc effectivement les exigences techniques et fonctionnelles. Et ce qui est nouveau aussi pour nous, c'est que on doit aussi étoffer nos compétences et donc finalement aussi que toutes les sciences techniques, on va dire traditionnelles de tout bon ingénieur, doivent être impérativement complétées aussi par la science du climat. Et donc on a un enjeu de formation
extrêmement fort. Et donc, ça veut dire que quand on va devoir construire une infrastructure, déjà, on va se poser la question de sa localisation. Et puis ensuite, on va se poser la question dans son dimensionnement. Comment est-ce qu'il faut la dimensionner autrement, de façon à ce qu'elle puisse résister. Donc ça, c'est déjà le premier défi. Et je peux vous dire qu'au quotidien, c'est pas si simple, parce que c'est vraiment une transformation très profonde. Le deuxième défi, énorme, c'est vraiment c'est gigantesque, c'est tout l'existant, toutes les infrastructures existantes. Et là, ce qu'il nous faut faire, c'est de pouvoir être en capacité, de façon massive, à apprécier la vulnérabilité donc, de tous ces ouvrages au regard du risque physique, climatique, et de façon à voir là où finalement on a les zones les plus fragiles pour mettre les priorités et flécher donc les investissements. Alors, finalement, quand on est ingénieur, on a pris cette profession parce qu'il fallait trouver des solutions à des problèmes complexes. Donc là, autant vous dire... On a ce qu'il faut en termes de complexité. Donc voilà, nous, ce qui fait le sens de notre métier aujourd'hui, c'est vraiment comment on peut décrypter des enjeux, parce que c'est des enjeux extrêmement complexes, et en plus qui sont interconnectés. Donc si on les prend trop en silo, on peut arriver même à des contresens ou faire le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et puis il faut alerter, et puis après c'est un peu notre job quand même, donc il faut aussi concrètement, comment on fait ? Comment on fait ? Alors, c'est très bien. Mais alors, c'est bien, Martine, elle fait les questions et les réponses. C'est exactement ce que j'allais vous demander. Non, mais c'est vrai que vous travaillez depuis quand même pas mal d'années justement sur des solutions concrètes. Des solutions concrètes, il y en a, on imagine. Enfin, on espère. Alors, dites-nous qu'il y en a. Il y en a effectivement. Et il y en a parce qu'en fait, on a quand même bossé ces sujets en R&D depuis quand même plusieurs années. Alors, pas 25 ans, Hubert, mais en tout cas, depuis bien 10-15 ans, on a pris tous ces sujets donc dans nos programmes de R&D et puis vraiment avec des programmes R&D en programme vraiment en recherche collaborative. Et donc, je peux vous donner deux illustrations. Un dans le domaine des infrastructures, un dans le domaine urbain. Donc, on a développé des outils de modélisation et de simulation. Et donc, par exemple, sur tout ce qui est les infrastructures routières, on a mis en place des systèmes qui permettent de cartographier un réseau, par exemple, et surtout de faire des simulations. Donc, par rapport à des outils, par exemple, on simule des vents violents, on simule des pluies, et on regarde effectivement, finalement, où sont les maillons faibles. Donc, est-ce que les chaussées résistent, les équipements, et de façon effectivement à flécher les investissements. Et le deuxième exemple, c'est sur le domaine urbain. Où là, on a aussi travaillé à mettre en place des process et des outils de gestion de crise en temps réel. En fait, un milieu urbain, c'est un ensemble d'éléments interconnectés. D'ailleurs, on parle de métabolisme urbain, c'est comme un système vivant. Et donc là, l'idée, c'est d'être capable aussi de bien comprendre ces interdépendances, de façon à anticiper l'effet domino. C'est-à-dire que lorsque vous avez un réseau qui s'écroule, en fait, généralement, tout s'écroule derrière. Et donc tout ça pour pouvoir gérer les crises de façon efficace. Alors, vous venez de parler de métabolisme vivant. Il y a la nature aussi, Hubert Kicken. Il y a des solutions qui peuvent s'appuyer sur la nature elle-même, je crois. Oui, tout à fait. Et Barbara Pompili, elle a abordé un petit peu le sujet tout à l'heure. Si je veux illustrer le sujet, une cour d'école qui ressemble plus à un jardin, on sent bien qu'elle est un peu plus adaptée au changement du climat à venir que si elle ressemble à un parking de supermarché. Et elle est plus adaptée pour les questions de l'eau, elle est plus adaptée pour les questions de chaleur, de canicule, elle est plus adaptée pour la question d'avoir de la nature dans la ville. Et plus généralement, la nature dans la ville est un des éléments qui permet d'adapter la ville aux transformations à venir. Et j'ai parlé de la ville, mais Alexandre pourrait parler beaucoup mieux que moi des traits côtiers et des aménagements côtiers. Mais malgré tout, ça n'a pas l'air si facile de faire. Alors on l'a un peu évoqué avec vous, Barbara Pompili, mais quand même, c'est vrai, c'est ça en fait l'idée, c'est que pourquoi c'est si difficile de faire alors qu'on vient de le voir, il y a quand même des solutions très concrètes et intéressantes. Je crois que les solutions techniques, elles existent. Maintenant, elles ont été développées. Vous avez donné quelques exemples qui sont très bons. Mais encore une fois, la question là est
comment on fait pour entraîner toute la société dans cette démarche. Et force est de constater qu'on a encore du mal parce qu'il s'agit mais vraiment simplement d'un changement de culture. Et ce changement de culture, c'est ce qui est le plus dur à faire. À partir du moment où on aura réussi ça, on embarquera tout le monde. Je vous donne un autre exemple. On voit bien aujourd'hui qu'une des professions qui est touchée le plus directement par les effets du changement climatique et qui va devoir s'adapter, et qui s'adapte déjà, c'est la profession agricole, par exemple. Ben, la profession agricole, elle fait partie de ceux qu'on a le plus de mal à faire bouger. Pourquoi ? Parce que d'abord, on leur a donné dans les années 50 une mission qui était la mission de nourrir le monde, et pour eux c'est quelque chose même qui fait partie de leur ADN. Et là, aujourd'hui, on leur dit non, mais non, l'idée n'est plus de nourrir le monde, l'idée c'est de nourrir bien les gens, de faire forcément moins de volume, mais de réfléchir à une autre manière de cultiver. Et pour cela, on vous demande de revoir tout ce que vous avez appris, de changer complètement tout ce que vous avez appris depuis des années, de revenir sur des investissements que vous avez faits qui sont lourds, de changer complètement, alors qu'en plus vous ne gagnez pas bien votre vie, et en plus vous devez au jour le jour subir des tombées de grêle, des sécheresses, etc. Ben, c'est pas si évident. Donc il faut face à ça qu'il y ait une forte volonté, et là je rejoins mon voisin, une forte volonté politique, pas pour forcer les gens, mais parce que la volonté, la vision politique, je le pense profondément, c'est aussi raconter l'avenir aux gens et raconter comment on y fait face. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éco-anxiété. C'est un vrai sujet. J'ai lu hier une étude qui est sortie qui dit qu'une partie des jeunes qui sont éco-anxieux ne veulent même plus avoir d'enfants. Enfin, donc on voit à quel point cette pression de l'avenir touche un certain nombre de nos concitoyens. Or, ceux-là, qui sont très éco-anxieux, sont dans une réaction de colère vis-à-vis notamment des dirigeants dont ils pensent qu'ils ne vont pas assez vite. Mais il faut aussi comprendre que le dirigeant, j'ai été dans un gouvernement, je sais comment ça marche, le dirigeant a été un peu traumatisé par la crise des Gilets jaunes, par exemple, et donc se dit il faut qu'on fasse attention quand on met en place un certain nombre de mesures, parce que si ces mesures ne sont pas acceptées, en fait, au lieu d'avancer, on perd du temps. Et cette affaire des Gilets jaunes nous a fait objectivement perdre du temps sur la mise en place d'une fixation d'un prix du carbone qui est... tous les économistes le disent, un moyen important pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut qu'on réussisse à entraîner tout le monde. Et pour réussir à entraîner tout le monde, je pense qu'une des premières choses, c'est d'essayer de montrer que ce qui nous attend, que la crise là, écologique, la crise climatique, n'est pas seulement un espèce de fardeau qui pèse sur nos épaules et qui est clairement une cause d'anxiété. Il faut se dire... Nous avons ce facteur qui existe. Comment faisons-nous pour, ensemble, c'est pour ça que moi je suis contre toutes les actions qui disent c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Non, là maintenant il faut se réunir. Comment ensemble on fait face à cet enjeu pour en faire finalement le moteur de la création d'un monde qui serait peut-être un peu plus adapté à nous aussi, humains. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est adapté à nous ? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a énormément de choses, mais notamment en France, on est un des pays les plus malheureux. On est un des pays les plus anxieux. Et donc, posons-nous la question, donc changeons de point de vue, posons-nous la question de construisons maintenant une société dans laquelle on vivra mieux, on vivra dans un air moins pollué, on prendra peut-être un peu plus de temps pour vivre, et on pourra toujours avoir du confort. Mais on va le construire autrement. Si on le dit comme ça, on peut-être plus facilement entraîner des gens dans des changements de comportement qui sont nécessaires. Hubert Kicken, c'est vrai que c'est ce que dit Barbara Pompili, en quelque sorte, c'est une concertation globale qu'il faut pour tout ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans beaucoup de cas, la réussite de l'adaptation passe par un changement de la façon d'aborder les sujets et la nécessité de les aborder collectivement. Je vais essayer d'illustrer ça par un exemple un peu caricatural, mais frappant. Dans les situations de méga-feu, une autoroute, c'est soit l'échappatoire qui va permettre d'évacuer les personnes de la région, soit le piège mortel dans lequel les gens vont se retrouver piégés. Et comment est-ce qu'on passe de l'échappatoire au piège mortel ?
c'est dans la capacité à inscrire le fonctionnement de l'autoroute, les règles d'accès à l'autoroute, dans une concertation collective, dans une gestion collective avec les autorités, avec les autres acteurs, etc. Et sur beaucoup, bien évidemment, je prends un sujet un peu caricatural, mais sur beaucoup des sujets, en fait, la réussite de l'adaptation passe aussi par la capacité à travailler collectivement en ayant une vue un peu, j'allais dire, holistique, vous excuserez le mot, mais globale, collective. Et c'est en dépassant juste la problématique de je me concentre sur mon petit domaine, mon petit objet, et je cherche à l'adapter, et en inscrivant ça dans quelque chose de plus large, à l'échelle du territoire, à l'échelle du collectif, à l'échelle du long terme, qu'on arrive d'une part à apporter des réponses pertinentes, pour éviter ce qui s'appelle la maladaptation, mais aussi c'est aussi comme ça qu'on arrive à apporter les réponses qui sont les plus efficaces en termes techniques et économiques. Alexandre Magnan, je vous voyais prendre des petites notes. Vous vouliez réagir peut-être à ce qui vient d'être dit? Oui, je voulais réagir. C'est pas un problème de solution. Moi, je travaille sur les littoraux, les solutions, on les connaît depuis 30 ans. C'est pas un problème d'argent. L'argent, si on prend l'enveloppe générale à l'échelle du monde, franchement, il y en a. La question de comment il est distribué, comment il est réparti, comment on le suit, c'est un vrai sujet. Mais la masse financière dont on aurait besoin pour faire toutes ces transformations, c'est pas un problème. Les questions techniques sont un problème technique, mais franchement, le génie humain a su quand même résoudre un paquet de problèmes techniques depuis un certain temps. Et voilà. Et donc, je ne pense pas que le verrou soit là. Bien sûr que, au quotidien, dans vos métiers, l'aspect technique, il est compliqué, mais on est capable de trouver des solutions. Objectivement, le vrai problème, à mon sens, c'est même pas celui de la connaissance, objectivement. Les scientifiques continuent à bosser. Dans les rapports du GIEC, on a quand même une vision suffisamment claire de ce qui va se passer ici et là pour soutenir des décisions politiques d'ampleur. Donc le problème, effectivement, c'est cet engagement individuel, collectif, dans un futur. On n'a aucune vision du futur. On a la vision climatique prônée par le GIEC, qui est importante, mais elle est noire. On n'a pas de vision d'un futur désirable. En France, ça veut dire quoi? La France sous changement climatique en 2050 au quotidien. Qui est capable de répondre à ça? Franchement, personne. Et on a absolument besoin que la jeunesse, c'est vous qui avez les idées, nous, on est trop vieux pour penser le futur, en réalité. On peut accompagner, mais... Barbara Pompili n'a pas l'air du tout d'accord. Elle s'est retournée tout de suite. Elle a dit pas du tout. Non, je dis oui, la jeunesse. Nous, on n'est pas encore trop vieux, mais chacun doit prendre sa part, parce que moi, j'ai aussi des jeunes qui me disent ouais, vous êtes sympa, vous nous collez cette situation dans les bras, et puis vous nous demandez à nous de trouver des solutions. Voilà. On va se faire un passage de relais. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la vision d'un futur désirable, c'est la jeunesse qui doit nous dire ce que c'est, à quoi ça ressemble. Ensuite, la jeunesse, pour l'instant, elle est à l'école, elle est dans les facs, elle commence son activité professionnelle. Évidemment que c'est pas elle qui a les rênes du pouvoir et de l'économie. Donc nous, on est des accompagnants et on peut aider à construire une vision du futur, parce que nous, on a une vision du passé et de ce qui n'a pas marché, donc les effets de maladaptation, on connaît. Mais j'enjoins la jeunesse à se poser et à imposer sa vision du futur. Voilà. La jeunesse, il va à notre question. Là, je rebondis, je fais un teaser, surtout rester jusqu'à la fin de la séquence, parce que justement, on va avoir des exemples très concrets de ce que notre jeunesse peut nous apporter. Peut nous apporter plein d'idées. Ben, justement, pour conclure, Martine Joraillon, sur cette première partie, sur cette table ronde, est-ce que on rêve, mais vous allez me dire non. Mais bon, est-ce que vous avez des recettes un peu miracles pour accélérer un peu le mouvement? J'aimerais bien, mais j'ai pas de recette magique. Hein, c'est très clair. Mais je rejoins ce qui a été dit auparavant hein, sur quelques clés de la sensibilisation. Je crois qu'il faut quand même expliquer, parce qu'on n'agit pas si on comprend pas. Donc je crois qu'il y a un grand enjeu de sensibilisation, de mobilisation, vous l'avez dit. Et je reviens sur le sujet de l'éco-anxiété que vous avez évoqué, Barbara. Moi, ce qui me gêne avec l'éco-anxiété, c'est que quand on a peur, ça fige, en fait, ça n'incite pas à l'action. Donc, personnellement, je trouve que ce qui finalement motive et embarque pour passer à l'action, c'est tout ce qui est dans le registre des envies,
de la motivation, des aspirations profondes. Et donc moi, je pense qu'il faut effectivement permettre cette expression des aspirations profondes. Et il y a une citation de Camara que j'aime beaucoup, qui est de dire « Quand on rêve seul, ce n'est qu'un rêve, et quand on rêve à plusieurs, c'est déjà le début d'une réalité. » Donc moi, ce que j'invite, c'est à partager le même rêve pour avancer ensemble. C'est une très jolie conclusion déjà de cette première partie. On a dit place aux jeunes, ça vous vexe pas si je vous dis place aux jeunes et si je vous invite à peut-être rejoindre un peu la salle? Non, évidemment c'est une plaisanterie, mais alors Martine, je vais vous garder quand même à côté de moi et on va remercier nos 3 intervenants. Merci Alexandre Magnan, merci Barbara Pompili. Vous restez pas loin parce qu'on va quand même avoir besoin de vos avis justement sur ce que la jeunesse a à nous apporter. Monsieur. Ah, alors écoutez, alors ça, on va voir d'abord un peu la créativité de tous nos jeunes, mais c'est gentil. Alors, je ne sais pas si... Alors, on n'a pas prévu de temps de questions-réponses, je ne vous cache pas. Mais vous pouvez tout à fait, vous avez des... Voilà, vous êtes en très bonne place. Vous allez pouvoir... Cet après-midi. Alors, je vous invite, messieurs, dames, à rester cet après-midi pour voir vos interventions. Alors ça, on va voir ça. On va d'abord peut-être donner la parole aux jeunes gens qui ont eu beaucoup d'idées. On va expliquer d'ailleurs exactement pourquoi on est là pour cette deuxième partie, cette remise des prix pour le Team Up for Climate. Vous allez nous en dire évidemment davantage. En fait, on vient de le comprendre, on l'a dit, les jeunes sont évidemment au cœur de tout ce qu'on vient de se dire et du monde qu'on leur prépare. Et justement, on va accueillir des étudiants dont certains sont venus de très loin justement pour nous présenter leurs idées, leurs concepts, répondre aux enjeux qu'on vient d'évoquer ensemble. Et comme c'est un challenge international, dans quelques minutes, pas tout de suite, mais dans quelques minutes, on passera en anglais. Donc je vous invite évidemment à... Vous avez vos petits casques qui sont à disposition pour la traduction, si vous en avez bien sûr besoin. Alors je vais laisser la parole d'abord à Martine Jean-Royon. Là, je vais changer de casquette. Je vais prendre ma casquette de présidente de la Fondation Aegis. Et donc, nous avons décidé, il y a 18 mois, de redonner un nouveau souffle à notre fondation d'entreprise. Nous avons décidé de la dédier à la lutte contre le changement climatique et à la transition juste. Et ce qui nous anime, c'est de mener des actions dans la durée et des actions à impact, et notamment à fort impact sociétal, et puis également d'embarquer dans cette aventure tous nos collaborateurs. Donc, une de nos actions phares, ça a été d'organiser un challenge international pour les étudiants qui a porté sur le thème de s'adapter et vivre ensemble face aux risques climatiques. C'était la première fois personnellement que j'organisais un challenge à l'international. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je n'ai pas été déçue. Ça a été un super succès. Donc, il y a eu 200 équipes, 45 nationalités. On a pu aussi travailler avec les équipes. Donc, ces équipes, elles ont été accompagnées par des mentors qui sont d'ailleurs dans la salle pour leur aider à faire grandir leurs idées. Et les idées, il y en avait. Bon, moi, je trouve ça absolument enthousiasmant de voir justement cette détermination et cette créativité de la jeunesse. Et donc, pour départager toutes ces équipes, il fallait un jury de choc et surtout un président de choc. Et donc, j'invite Gilles Vermeaux-Desroches à me rejoindre et donc qui nous a fait l'honneur de présider notre jury. Just while Gilles is joining us, I'm just summing up for those who are following us from abroad. Martine just told that she just imagined that Team Up for Climate challenge, which is, well, summing up, adapting and living together in the face of climate risks. And 200 students applied, and they had so many great ideas. And of course, they couldn't win. All of them couldn't win, but there are some here who will join us very quickly. Gilles. Merci. Alors on accueillera les étudiants en anglais, mais on va continuer un petit coup en français. Moi, je voudrais d'abord remercier la Fondation Aegis de m'avoir donné cet honneur, et puis aussi cette énergie, parce qu'au fond, à chaque fois qu'on a la chance de rencontrer des jeunes, il y a quelque chose qui se passe dans la rencontre et qui rend un peu optimiste dans tous ces indicateurs qui sont plutôt négatifs. S'il fallait que je fasse en 2 mots le lien entre cette table ronde
Et le prix que vous avez créé et organisé, je crois qu'il est assez simple. D'abord, je vais retenir une phrase de Martine. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les autres, c'est changer la roue en roulant. Et je trouve que c'est une assez belle image pour comprendre qu'il faut tout faire différemment. Et justement, on a là une génération qui est marquée par l'impact. C'était pas tout à fait le mot qu'on utilisait pour toutes les générations précédentes. D'ailleurs, si vous suivez un peu ces sujets-là, on dit souvent que la génération d'avant était marquée par le sens et qu'elle a amené du sens aux entreprises, etc. L'impact, c'est hyper important. Et c'était intéressant la fin de la table ronde pour savoir est-ce que on va demander aux jeunes de tout réparer ce qu'on a mal fait ou est-ce que, etc. Moi, je crois que la question essentielle est un peu différente. Et la question du mot surchauffe est aussi peut-être un petit peu, on peut la voir un peu différemment. Je voudrais dire un truc qu'il faut garder dans nos esprits. Il n'y a jamais eu autant de jeunes sur Terre qu'il y en a aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de gens entre 15 et 25 ans sur Terre qu'il y en a aujourd'hui. On ne voit pas souvent le sujet comme ça. On parle de la population, de la surpopulation. On vient de passer 8 milliards d'habitants. Il faut se dire qu'il y a 1,5 milliard de ces 8 milliards d'habitants qui ont entre 15 et 25 ans. Pourquoi c'est hyper important? C'est hyper important parce que cette génération de l'impact, et pourquoi ça nous engage? Parce que cette génération de l'impact, on n'est pas là pour changer le futur, pour leur offrir la planète qui aille bien. On est là probablement, et de fait ça leur amène une responsabilité que nous n'avons pas eue, probablement pour les pousser à construire le futur pour toutes les générations. On a tous une place, mais une place différente. 2 phrases sur le sujet. La première chose, vous pouvez me contredire sur la phrase que je vais dire parce qu'elle a un petit côté scandaleux. J'adore son impertinence. Jamais personne de plus de 35 ans n'a inventé quelque chose qui a changé le monde. Jamais. Si vous prenez toutes les innovations, vous pouvez penser à Einstein qu'on aime bien voir avec sa barbe blanche, vous pouvez penser à Pasteur qui a fait le vaccin, vous pouvez penser aux GAFA, tous ceux qui ont un moment dans leur vie apporté une innovation qui a changé le monde ont moins de 35 ans. Il y a besoin de toutes les générations après pour passer à l'échelle, pour rendre industriel, pour vendre partout dans le monde. Je ne suis pas en train de dire après 35 ans, on passe tous en retraite et on donne tout aux moins de 25 ans. Je dis seulement que je vous mets au défi, il y a peut-être 1 ou 2 cas, de trouver quelqu'un qui invente quelque chose qui change le monde et qui a plus de 35 ans. Alors c'est évident pour les GAFA, vous vous rappelez, ils étaient dans leur garage, ils ont inventé l'ordinateur, Apple, Facebook, etc. Et on sait comment le digital change nos vies. Et d'ailleurs, cette génération qui est née avec l'utilise probablement pour refaire la planète. Si dans ce 1,5 milliard d'habitants de la planète, il y a aujourd'hui 250 millions de jeunes qui n'ont pas de formation, c'est 250 millions de fois un Mozart qu'on assassine et peut-être quelqu'un qui aurait pu contribuer par l'innovation qu'il va apporter à changer le monde. La jeunesse est clé sur ce sujet-là. Et donc, si on cumule le fait qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes dans le monde, si vous arrivez en 2050, par exemple, en 2050, il y aura 1 milliard d'Africains de moins de 25 ans. 1 milliard d'Africains de moins de 25 ans. Si on ne travaille pas, d'une part, à former tous les jeunes, d'autre part, à leur permettre d'être les Mozart qui vont faire les innovations, parce qu'ils ont le goût de l'impact, parce qu'ils aiment cette planète qu'elle a leur et qu'on partage aujourd'hui comme ça, probablement qu'on ne trouvera pas les solutions. C'est pour ça que quand Aegis trouve une démarche pour porter plus en avant les innovations qu'apportent des jeunes, c'est capital. C'est capital. Dans nos entreprises, on a besoin des jeunes. Dans le monde, on a besoin des jeunes. Ça n'est pas dire que nos générations n'ont plus d'efficacité, ne servent à rien. On sert beaucoup à être leur mentor. Mais surtout, il faut leur donner plus de place qu'on leur donne aujourd'hui. Par ces prix, c'est une manière symbolique de montrer cette importance et par ce qu'ils ont fait, vous allez voir qu'on va pouvoir soutenir ce sujet-là. Et si, comme c'est écrit dans le livre que vous avez tous, qu'on a reçu ici, que vivre, ce n'est pas attendre la fin de l'orage, mais danser sous la pluie, probablement que puisqu'ils sont nés dans ce monde qui est en orage, ils vont nous apprendre à danser sous cette pluie. Et danser sous cette pluie, c'est être innovant. Les innovations font un bon bout du chemin. On ne fera pas seulement avec de l'efficacité. Il faut et de l'efficacité et de la sobriété. Et beaucoup d'innovations. On va voir leurs innovations. Okay, so sum it up. Let's celebrate youngsters. That's what's at Gilles right now. Gilles, could you tell us who is your jury? Avec qui vous avez travaillé pour ce jury?
Alors, avant, il faut que je vous dise le jury. Hein, par contre, Let's find them. j'ai besoin de mes notes pour le jury. Donc, c'est un jury très divers, évidemment lié à Aegis, sa fondation. Les collaborateurs, comme Martine l'a dit, d'Aegis étaient hyper impliqués et ont d'ailleurs contribué à l'un ou l'autre des prix qui sont là de manière un peu particulière. On avait dans ce jury Sabine Bonnard, alors je ne sais pas s'ils sont tous là, mais s'ils sont là, ils peuvent se lever et se montrer. Sabine Bonnard, qui est la RH du groupe Aegis. Yves Emesser, qui est expert en adaptation au changement climatique chez Aegis, je crois l'avoir vu. Martine, évidemment, qui était la grande organisatrice de la démarche. Sabrine Masséno, qui est conseillère à la Fondation La Main à la Pâte et vice-présidente du comité 21. Laurine Montegny, qui est chef du projet Adaptation et changement climatique chez Aegis. Mathis Perdriau, qui est membre du mouvement pour un réveil écologique et qui est aussi administrateur de la Fondation Aegis, et Claire Petro, qui est créatrice et présidente des Pépites Vertes. Vous voyez un jury assez divers pour essayer de trouver les meilleures pépites parmi tous ces projets venus du monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont d'ailleurs le plus apprécié? Qu'est-ce qu'ils ont recherché? Ce qui est cherché et apprécié, et vous le verrez dans les projets, c'est d'abord des équipes souvent multiculturelles, des jeunes au parcours différents, parfois au lieu d'origine, c'est assez différent. Et puis la volonté de l'impact, la volonté de pas seulement avoir un projet pour se dire tiens, on pourrait faire ça, mais de réfléchir dès le début de la réflexion du projet à comment le mettre en place, comment l'implémenter, comment trouver des partenaires et comment se dire que c'est en passant à l'échelle qu'on arrivera à faire quelque chose. Parfait. So now in English. Now in English, let's call the happy winners. They're all here. They're all so impatient, of course. We're going to call the first team from UK, from the University of Leeds, la petite équipe. La petite équipe, which is Jasmine Chilton, Varshini Krishnakumar, Jami Kama. They couldn't be here with us today, but we're going to see them, I hope. We're going to see them and hear them so they can present us. Hey, everyone. Welcome. We're all very happy to see you here with us. And can you introduce us to your project, La Petite Équipe? Do you hear us? Do you hear us, guys? Yeah, do you hear us? Yes? Could you tell us what your project was about? Hi, so our project was still on the theme of adaptation to climate change, but we chose as a pilot zone Senegal, so the Petite Côte of Senegal, precisely Joal Fadjoud. So we focused on adapting coastal erosion, and have a oyster farming initiative for that. Okay, so this is using nature, right, to improve adaptation? Yes, okay. And we have a pitch for you. Oh, yeah. Go ahead, please. Okay. So growing up in Senegal, my summer holidays were filled with trips to my grandmother's native Joal Fadjoud. I cannot count the number of hours my cousins and I spent on the beach exploring the inlet and salivating at the smell of oysters on the grill. As these annual trips to the Petite Côte continued, the drastic loss of the beach's surface area became increasingly noticeable. Indeed, as a result of sea level rise, it is reported that Senegalese coast shows an annual erosion rate of about 1 to 2 meters. The bay was submerged during high tide by the time I turned 20. While I can pin the gradual disappearance of my playground as a mere inconvenience, the 46,000 inhabitants of Joal Fadjoud are not granted that privilege. Their economy strongly relies on fishing and has been affected by coastal degradation. So to this date, national restoration efforts have focused on economically prosperous areas, leaving rural cities like Joal Fadjoud at the mercy of both financial and social instability. Very well So done. a solution Yeah. to this is the creation of oyster farming cooperatives. And essentially, oyster reefs would act as a natural breakwater through absorbing the wave energy before it hits the shore.
What makes our solution truly stand out is the fact that we are not offering a product or a technical fix. We are offering a new way of doing business and a sustainable way of living life and empowering the local people. We aim to embody the donut framework into the work that we do through establishing social foundations. So essentially, we would facilitate monthly meetings and dialogues with local people. We are not imposing the solution on them, but we're listening to their ideas, their concerns, the local knowledge to make it purely collaborative. We know that oyster reefs work, we know that co-ops work, so our solution is an innovative synergy between the two, which has never been done before in Senegal. Thanks, Varshini. So let's talk about impacts now. So they come in 3 flavors: physical, social, and financial. The oyster reef will provide physical protection that will safeguard infrastructure. And then in turn, this will strengthen social stability and boost local livelihoods, which will create a thriving local economy. And with added value, there's a lot to talk about. So oysters are eco-engineers, which will filter the water to allow other organisms to thrive, thus enhancing fisheries. And cooperative ownership of these oyster reefs will foster democratic knowledge and social inclusion. This is an innovative combination of tried and tested solutions, as Varshini just said. We don't depend on new, unreliable technologies, but we provide a trustworthy approach and a social and ecological way of life that can be replicated to many other locations, not just Joal Fadiouth. So I invite you to imagine a Joal free from coastal erosion, where livelihoods have been strengthened, and a Joal where the people own the solution. Thank you very much. Thank you, girls. Very well done. So Gilles Vermont-Desroches. Thank you. The storytelling of this project was just amazing. Thank you to these 3 women. I know that the first time that you met each other was in your university in UK. What is very interesting for this project, and especially for all the Schneider Electric, the Aegis employees, it was that it's possible to replicate the project and the link between the 2 legs of the life, the people, and the planet, the nature, and how they can change everything for the people. Today you have your job, your own business, but sure you will work together when you have time for that. And with the mentor of Aegis, because it was very important to work with them, because Aegis has some expert about this topic. You progress a lot. Thanks for this project, and congratulations for the future. Yes, congratulations, because La Petite Équipe, you won the Employees' Choice Award. This is really, this is the choice of the employees, and it's, yeah. And this is, can we get their reaction? It's 1,500 heroes for La Petite Équipe. Very, very. We imagine. Could we get their reaction? Are they still with us? Could you come back to the video? Do you still hear us, yes. girls? Yes. Yes, we can still hear you. Okay. How do you feel? Thank you very much, because we are very grateful, and we thank Aegis and the Aegis Foundation and all the mentors that helped us develop the project further. Okay, this is the small team in English, but it's for sure going to be a huge one very soon. Very well done. Congrats. Perfect. Thank you very much. Thank you. So now the second team is called Impact Seekers. They're going to join me. They're here. Very welcome. You're very welcome. Okay, Giulia Casula from Italy, Federico Sid Asia. Sorry for the pronunciation if I'm not really right? Alina Strobe from Portugal, Thomas Laranjo, and Emma Nicora de Belgique. Okay. Oh, they look a little anxious, but they're all really happy, I'm sure, to be here. Could you do us present us your project and do the pitch? Good morning, everyone. How are you? You look great today. But what about people? Yeah, it's good. Just right here. What? He.
Allez-y, you can go. But what about Marco? He is a wine farmer in Portugal, and he's super sad because this summer his crop just burned due to uncontrollable fires. And he's not the only one who's sad. I'm not here to tell you the effect of climate change. I'm here to ask you, what are we going to do for that? Wildfires in Portugal has a huge impact. And in 2017, it registered 117 deaths with a cost of 1.5 billion euros. So, which is the current approach, and what are we going to do to solve it, Emma? Indeed, Julia. So during a field research that we did, we realized that the current response to wildfire detection is inefficient and time-consuming. The process is manual, and it requires constant patrolling. On top of that, the detection often happens too late, resulting in large and uncontrollable fires. This really kept us up at night, so we wanted to make it our mission to mitigate these fires. Yes, so for this reason, we developed a technology framework for farmers, local authorities, and national park to detect uncontrolled wildfires and perhaps predict them. So our idea is simple as three main pillars. So firstly, we do have in order to detect weather condition and to send an alarm in case of wildfires. Then we do have a server to store all this information in a physical place, and once all the data are collected, we want to run a program in order to understand the meaning behind this data and explore the correlation between the variables in order to write a machine learning algorithm to not only prevent but also to predict the occurrence of wildfires. Thank you, Federico. Well, this alert system will significantly decrease economic losses as well as social impact and environmental problems that are caused and related to wildfires. Our customer will have the final product then displayed as an application on his smartphone, allowing him an easy and convenient surveillance and monitoring of their property, one-click connection to authorities in case of a wildfire, or additional sensors that he could add, for example, for irrigation, for the water, or the soil fertility. We plan on expanding into all high fire risk plagued countries, first in Europe and then worldwide. Yes, so what's next and where are we standing? We have partnered up with two universities in northern Portugal, two engineering universities in northern Portugal. A prototype has been developed as well as the feasibility has been proven. So right now we are seeking for a first round of investment in order to implement our first MVP. Thank you. Thank you so much. Thank you. As you can see, the management of the technical aspect is perfect. And congratulations, because the idea is very good, but you don't stop your project here. You spend a lot of time to find partners, to implement, to go ahead. We are from many different countries, even if you are in Lisbon now, and it is the place where you work together about this topic. But just we have to mention that it's a technical project with a lot of very deep vision of the technical aspect, with partners, ensure they will implement in the future. And we hope with the jury that this prize could allow you to go to the further together for this project. Congratulations. Thank you so much. And you are Impact Seekers, the Jury's Choice Award. So congratulations. And this is 2,500 euros for you. Yeah, Jury's Choice Award. So the jury wants to be here. Very well done. Thank you, everyone. They're seeking for some partners, so, you know, you just heard them if you just feel like it. Very well done. The third team now is Eco Mega Block. They're going to join me on stage. I'm calling Lilian Kalaitsong from Hong Kong and Xin Ke Yu from China. You're the only one.
today. Well done. Welcome. Come. Hi, everyone. How are you? I'm feeling great. Just First my time. teammate cannot come here, so I'm just coming alone. Yeah, pretty sad. Yeah. You're bearing I the think- project. Yeah, she will be with me. Yeah, Okay, online. fine. So what's the pitch of your project? Okay, so I just started my pitch, right? Yes, you can. She's just- Okay. Yeah. A bit nervous. Explain sorry. us what is what is Eco Mega Block? Okay. Good morning, everyone. We are master graduate from landscape architecture at the University of Hong Kong, and we aim to create a heat-resilient neighborhood with our strategic landscape planning methodology, Eco Mega Block. And to start with, I believe everyone have increasingly experienced more heat waves in recent years, and it's especially problematic in my city, Hong Kong, as it intensifies the urban heat island effect. Urban heat island effect, and also in this high-density subtropical climate, and therefore. Extreme heat actually is very dangerous to us. It's not only happening in Hong Kong, it also recorded in France, the heat waves, and also as well as many other countries. And therefore, we have studied the Eco Mega Block. And Mega Block in our project is divided as a large-scale, densely gated residential communities. And existing Mega Block designs not only create a monofunctional landscape with low connectivity, it also has a cost internal ventilation, very poor ventilation, which can intensify the heat island effect and also limit the healthy community development. And that's why we propose the Eco Mega Block. It's a systematic planning approach that with the solution that can enhance the urban greenery and also optimize the cooling performance. And we have addressed the planning inefficiency by first trying to identify the heat risk area, and then trying to analyze the local climate zones, and then trying to obtain a vulnerable spots for redesign. And after that, we have identified another problem is like there's urbanization that can deteriorate the urban greenery. And that's why we want to create Eco Mega Block that can enhance the urban greeneries. And then we're trying to create a heat resilience neighborhood. So our Eco Mega Block not only can promote environmental sustainability, but also facilitate the energy efficiencies, as we have combining innovative algorithms and as well as nature-based solution, the green infrastructure trying to provide an optimized neighborhood plan in terms of cooling performance while enhancing the urban ecosystem. And to conclude, our heat race area actually is expanding now, and more of us will suffer from it. And that's why we have proposed the solution, Eco Mega Block, and we are here to help you trying to adapt to the microclimate urban heat island effect. And we have already conducted case studies in a high-density district in Hong Kong, which is Mong Kok. And our next step will be trying to create a sustainable neighborhood prototypes. And I believe with our expertise in landscape architectures and planning, and we will create a heat-resilient neighborhood under this changing climate. And we need your support, so if you're interested to support us, you can contact us. I have shown our email in the slides. Yeah. Okay. Yeah, here it is. Thank Very you. well. That's beautiful. Oh, I think this is not the update, but never mind. You can contact me. We have the image that we have, yeah. Okay, well done. Very well done. Gilles, what did you appreciate most? Somewhat, the jury appreciated this project. You can see the link between the project and the Aegis job on business. It's very interesting to think the future together. There is a very interesting academic vision for this project. Congratulations for the job that you made. You are in Hong Kong, one of the biggest megapoles at the worldwide level. It's why it's very important to go from the place where we are to
to have a project that will be very innovative, and sure, the link between you, the project, and the job of Aegis could be a good news for the future. Congratulations for the prize, and the link will be strong to support you. And this is the second prize. It's a huge prize. Second prize for Eco Mega Block with a 2,000 euros amount. Very well done. This is great. She was a little stressed out, but it's a huge weight. I mean, it's a huge idea she had there. So now we have the fourth team who will join us on stage, which is called Poseidon. Yes. Poseidon. Arjun Kumar Singh, Saket Eka, Yashaswin YVRS, Swega Saminathan, et Vedant Anandwade. Very welcome, guys and girl. You're coming all the way from India, is that right? Yes. Your first time in France? Yeah, so we're coming all the way from India, and we all live in different places across the country and also the world. Swega and Vedant, they live in the States, and we three live in India in different cities, and we worked remotely, and we made this finally. This is amazing. This is a huge adventure. Explain us, what is your project? What's the pitch of your project? So each of us has a place we can call home, but many living in Dhemaji don't. Frequent floods in Dhemaji wreak havoc. Each flood gets equally worse every single year. Often these inland floods wash away crops in the field, cattle in the shed, and livestock. Colloquially, Dhemaji means playground for flood. So colloquially, Dhemaji means playground for flood, and each year it gets getting worse, and because of this, livelihood and livestock is being affected, and millions are being forced to live as refugees in their own country. So Swega can tell the next part. We, the team Poseidon from the Dexterity Global Group, have built the world's first calabash-based amphibious house. An amphibious house floats on water during floods and remains on land during normal conditions. Unlike the presently available amphibious houses, our house is very cheap. Wait, what's a calabash? Calabash is a vegetable commonly called wattle gourd that becomes suitable for floating in its mature dry stage. Our team's experiments have indicated that an 8-ton wing house could easily be floated with just 400 calabashes. So our project enables the people of Dhemaji to live in their house throughout the year. Since the raw materials are sourced and processed in Dhemaji itself, it creates employment opportunities for thousands of citizens that live in Dhemaji. Our model will succeed because we reject a top-down approach in favor of a local ecosystem-driven approach. Using behavioral economics, we support the residents of the house financially. A house is an integral part of human life today. By building a climate-resilient house, we are facilitating a climate-resilient lifestyle. Our solution has the potential to impact more than 4.6 million lives in the state of Assam alone. Our model will empower communities to believe in their power to achieve self-sufficiency and resilience. Since the model is open-sourced, we will engage all stakeholders to mutate the model into various styles of infrastructure, which include schools and shelters. This is our vision with our solution. Thus, we end this presentation of Team Poseidon with our forward-looking observation. With our model, we aim to transform the playground of floods and vulnerability into the playgrounds of resilience. Very well done. Thank you so much. You can change a lot. Gilles, incredible project. Congratulations.
It's just amazing. At the beginning of this project, if I remember well, you were each of you in each different city in India, and you communicate by digital before to meet each other, and the project is in this manner. We are very often speaking about upcycling. We are very often speaking about some people are for efficiency, some other people are for sufficiency, and when we are in some other generation, we consider one or the others, but it's very difficult to build the bridge between both. And in your generation, especially with this project, you are very committed for that. The social impact of your project is just very interesting, and with the jury, we appreciate that very well, and it's why you have this first prize. Congratulations for the project, and sure, we will continue to follow you to be sure that you operate the project, that this project will be a clear reality for many people in your country, perhaps in many other where this need is very huge. This is the best prize. You're going to be followed, and that's really the best prize. But you are the first prize of this challenge. Very well done, Poseidon, with 7,500 euros also. Excellent. Incredible. Thank you so much. Yes, the photo. Yeah. Wow, well done. Just a little reaction. How do you feel, guys, with this first prize? Oh, you have. Okay. Hello. Yeah. I was actually very overwhelmed in the beginning, but it was a great experience. We had a lot of mentoring from Aegis, and we started off as a bunch of high school kids. We were 17 when we were applying for the competition. The rule was actually 18. So we somehow made it in, and we requested we made it in, and we worked from all across the world, and we made what we did today. But we really have a deep connect with what we did, and this is not just for the prize. This is for the planet, the people there, and this is to make the world a better place. So yes. This is great. Barbara Pompili, est-ce que vous voulez nous rejoindre une minute et juste pour nous donner un peu votre sentiment sur ce premier prix? On vous a vu assez enthousiaste et ému. Quelques petits mots juste pour nous donner votre sentiment. En anglais ou en français? En français? Congratulations. I'm so proud of young people like you. Moi, quand je vois ça, d'abord, c'est la meilleure réponse à l'éco-anxiété. C'est que à partir du moment où on se dit bon, le monde, il est tel qu'il est, et maintenant, on va essayer de trouver des solutions, eh bien, en fait, l'anxiété se transforme en enthousiasme. Et à chaque fois, et là, vous le montrez, et les autres jeunes que nous avons vus le montrent, à chaque fois qu'on commence à s'investir dans des solutions pour le changement climatique, eh bien, on y trouve une gratification personnelle et ça crée un enthousiasme, ça crée un esprit d'équipe qui entraîne du monde. Et je crois que c'est la meilleure manière de conclure la table ronde qui a commencé en montrant que quand on rentre dans tout simplement la mise en œuvre, l'implementation, eh bien, en fait, on avance dans l'avenir. Et je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, les jeunes n'ont plus besoin de nous. Ils ont les solutions. Et ce que je remarque, c'est le dernier point, c'est que toutes les solutions qui ont été proposées là sont des solutions extrêmement concrètes, extrêmement précise. On est vraiment là dans une recherche de trouver le meilleur moyen de vivre dans des nouvelles conditions. Et là, ces maisons sur pilotis qui vont pouvoir améliorer la vie et rendre la vie meilleure pour des millions de personnes qui vont subir et qui continueront à subir les effets des inondations, c'est incroyablement
voilà, simple et efficace. Et moi, ce que j'adore, c'est que là, on revient dans le bon sens et on a quelque chose qui nous fait sourire. Merci de nous avoir fait sourire. Thank you for our smile right now. Martine, peut-être dire juste un mot. Combien de dossiers avez-vous reçus? Un micro pour Martine. I'm just translating a few, just really quickly what Barbara just said, because she said, you understood. Thank you for the smile. 555 étudiants, 200 équipes. Yeah, so many students, and for this project, she was just amazed. She said, okay, I said that we were still there, but it's true that these youngsters, we really need them and all those great projects, and it's an efficient and amazing way to change lives of millions of people where you are, and it's really, really important and very, very well done. Very well done. Maybe the other teams can join us, because we want the reaction of everyone, so we can make a huge photo. Yes, of course. We would like to thank what that they gave us. Very well. Sure. Yeah. So in the meantime, till the other teams are joining, we would like to thank Aegis, all the mentors, Charlotte, and the entire team for the support they gave us. And lastly, for Dexterity Global Group, the group that has mentored us, trained us all the years, all these months, and has always been there for us. So thank you, Dexterity. Thank you, Aegis. So from the Aegis Foundation, through the months of mentoring that we had, actually none of us are... Okay, so none of us are from the engineering or environmental background, but given the help that we received from Lucas and the other engineers from India, that has helped us in our project a lot, and that is what has made our project that it is today. So I would like to thank Lucas and the other Aegis employees and the people that helped us throughout the process. Thank you. Very well done. And your fellow students are watching you from very, very far away, and I'm sure they're all really, really proud of you. I've been told that we had maybe a few minutes if we wanted to maybe answer some questions. Yeah, we're going to take, of course, a picture, but while we're taking the picture, you can maybe think of one question. Oh, there was this... Sir, Monsieur, vous vouliez poser une question? On va pouvoir peut-être poser une petite question. Bravo. Moi, je suis un ancien. Pardon. Merci beaucoup. Voilà, je suis d'une autre génération avant vous encore, donc je suis un vieux parmi les vieux. Et j'ai vécu plus de 40 ans en Afrique. Je suis ingénieur agronome de formation initiale, paysagiste, effectivement, et j'ai travaillé énormément en Afrique et à Madagascar, où j'ai vécu et fait. J'ai été dans le comité de veille de la Fondation Hulot, j'ai participé au Grenelle de l'environnement, etc. Et ce soir, je participe à l'atelier « La vieillesse a de l'avenir ». Et la vieillesse est là, je suis le vieux sage africain qui va vous donner mon expérience, toutes les bêtises qu'on a fait, et surtout ne les faites pas, et bravo à vous tous. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci de m'avoir donné la parole, c'est très gentil. Bon, parfait. Est-ce qu'éventuellement il y a une autre petite question avant qu'on fasse la photo finale? N'hésitez pas, vous avez vraiment des ingénieurs pro. Oui, mademoiselle? Non, pas du tout. C'était juste un petit coucou. D'accord. Eh bien, très bien. Alors, la photo finale, resserrez-vous bien pour qu'on voit tout le monde dans cette photo. Voilà. Eh oui, la photo des lauréats. Attention, 1, 2, 3, cheese. Oui, on peut les applaudir pendant ce temps-là. Vous allez sans doute retrouver ces idées qui ont été présentées. Oui. Dans un futur plus ou moins proche, mais on est sûr que Aegis va sans doute les accompagner pour suivre tous ces projets, pour espérer qu'ils voient vraiment le jour et qu'on en bénéficie tous. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Bravo, évidemment, à tous ces jeunes gens. Merci à Aegis et bien bonne continuation aux Universités de la Terre. Bonne journée.